Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct de la salle de conférence de Paris Match pour répondre à vos questions après ces 4 heures du grand débat de la présidentielle, le grand débat avant le premier tour, une première puisque ça n'avait jamais eu lieu alors que c'est la 10e présidentielle et donc on va répondre à toutes vos questions. Bonjour Bruno Jeudi. Première question, qui est là ou les vainqueurs du débat hier soir? Alors si on s'en tient à la forme, le vainqueur c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, comme il l'avait fait lors du premier débat avec 5 candidats seulement. Cette fois-ci, au milieu des 11, c'est sans doute celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu. Il a montré encore une fois qu'il était à la fois, on le savait, bon en débat, même très bon en débat, connaît ses talents de tribun. On découvre avec ces débats qu'il est bon sur le court, le programme court c'est aussi fait pour lui, il a ses mots, sa façon de répondre, ce sens de l'improvisation et surtout cette capacité de synthétiser ses idées avec des mots simples, accessibles. Et puis on a encore vu une fois encore un Jean-Luc Mélenchon beaucoup plus bonhomme, beaucoup plus apaisé. C'est plus le Jean-Luc Mélenchon de la campagne présidentielle de 2012 qui engueulait tout le monde, le gueulard qui avec sa fameuse formule le bruit et la fureur avait sans doute hystérisé ses supporters, motivé ses supporters, mais avait eu du mal à élargir le cercle, un peu le cercle électoral qui peut voter pour lui. Hier soir, une fois encore, et apparemment les enquêtes d'opinion qui sont réalisées juste après l'ont montré, alors on les prendra avec prudence, mais elles donnent quand même une tendance. Oui, Jean-Luc Mélenchon a remporté ce débat, un débat, je le rappelle, quand même de 4 heures, assez confus, très long, mais avec de la controverse, avec cet exercice où chacun a pu s'exprimer avec son style, les petits comme les gros. Et globalement, les gros, ils ont plutôt passé une mauvaise soirée. Alors justement, le débat à 11, est-ce que ça ne montre pas les limites du système du nombre de candidatures? Alors je ne suis pas d'accord, moi je pense qu'il faut ce débat. Ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'on en est à la 10e élection présidentielle et que ce débat n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent. Il a fallu attendre donc 2017, la 10e élection, pour que finalement les candidats favoris, les gros entre guillemets, acceptent le principe de cette discussion entre candidats. Finalement, qu'on pousse la logique de la 5e République et de l'élection du président de la République au suffrage universel, qu'on pousse les limites démocratiques jusqu'au bout. Jusqu'à présent, les favoris n'en voulaient jamais. En 2012, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui étaient présidents sortants, ils ont cadenassé tranquillement l'élection pour se donner rendez-vous dans l'entre-deux tours. En 2007, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, ils ne voulaient pas du débat parce qu'ils ne voulaient surtout pas se retrouver avec François Bayrou qui était en train de remonter, et donc ils ont tout fait pour que ce débat n'ait pas lieu. Pour la petite histoire, il y aura un débat entre le 2e et le 3e dans l'entre-deux tours sur BFM TV, si je m'en souviens bien. Et puis avant, Chirac avait refusé même le débat de l'entre-deux tours face à Jean-Marie Le Pen, c'est le fameux coup de tonnerre du 21 avril 2002, puis alors avant Chirac, Mitterrand, Giscard, même pas en rêve. Est-ce que les petits candidats, entre guillemets, n'ont pas pris le dessus sur les gros hier? Alors, forcément. En gros, il y avait 6 petits candidats, c'est-à-dire les 6 qui avaient été exclus du débat de TF1 il y a 3 semaines. Ils avaient débattu à 5 à l'époque, donc les 5 grands candidats, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Et puis hier soir, il y avait les 6 autres. Alors d'abord, entre-temps, on a eu la liste complète des candidats. Et donc 6 candidats qui n'avaient pas débattu précédemment, forcément, déjà numériquement, ils dominent. En gros, si on fait 6 fois un quart d'heure, ça fait quand même 1h30, rien que pour les 6 petits candidats. Donc il y a eu cette impression que finalement, c'est eux qui ont dominé. Alors après, quand on regarde dans le détail le peloton des petits candidats, ils ne sont pas tous du même niveau et on ne peut pas tous D'abord, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui sort du lot. D'abord, c'est un moyen candidat. Nicolas Dupont-Aignan, dans les sondages, c'est entre 4 et 5%. Il est limite d'ailleurs de pouvoir rembourser sa campagne, puisque lorsqu'on fait plus de 5%, on rembourse sa campagne. Et hier soir, manifestement, c'est lui qui joue le plus gros, parce que lui, il ne veut plus être traité de petit candidat. Il a envie de rejoindre
rejoindre le peloton de tête ou en tous les cas s'en approcher. Et c'est vrai que dans les sondages, 5%, c'est pas rien. Ça peut coûter la victoire, par exemple, à François Fillon, parce qu'on voit bien que Nicolas Dupont-Aignan a profité ces dernières semaines des déboires judiciaires et des révélations en cascade sur le candidat des Républicains. Donc hier soir, il y avait finalement un match dans le match. Hein. On a vu quelques accrochages assez forts entre Nicolas Dupont-Aignan et François Fillon, notamment quand François Fillon lui a rappelé qu'il l'avait rencontré pour la première fois au cabinet de François Bayrou. On imagine que cet argument avait été préparé à l'avance et destiné à servir d'épouvantail aux électeurs de droite qui vont se dire ça, alors là, s'il a bossé avec Bayrou, en même temps, il aurait pu dire aussi qu'il a bossé avant avec Michel Rocard et avec Juppé, et la coupe aurait été pleine. Donc il y a Nicolas Dupont-Aignan qui a plutôt bien réussi son débat globalement, voilà, et qui bénéficie d'une exposition médiatique assez forte. Après il y en a 5 autres, alors là pour le coup c'est 5 vraiment petits candidats, dans les sondages ils sont entre 0 et 1%. Hein. Alors on a traditionnellement les représentants de l'extrême gauche, ils sont toujours là, depuis 1969, il y a toujours au moins un candidat de l'extrême gauche, il y en a même eu 3 en 2002, et là cette fois-ci ils sont 2, alors on les connaît parce qu'ils ont déjà été candidats, comme Nicolas Dupont-Aignan. Nathalie Arthaud d'un côté, hein, c'est l'héritière d'Arlette Laguillet, hein, record woman des candidatures à l'Élysée. Elle n'avait pas fait un bon score en 2012. Et alors elle, hier soir, elle est plutôt restée dans son rail, travailleuse. Elle a été aussi assez virulente. Elle a un moment participé aussi à la déstabilisation des gros candidats sur les affaires. Mais celui qui a crevé l'écran, c'est évidemment Philippe Poutou. Alors Philippe Poutou, c'est l'héritier de Krivine, de Besancenot. C'est sa 2e candidature. Il est ouvrier dans le sud-ouest, dans l'usine Ford. Et alors évidemment, déjà, tout le monde a remarqué qu'il ne ressemblait pas aux autres. Hein. Et d'ailleurs, il ne s'est pas comporté comme les autres. Il a refusé de participer à la photo de famille, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est pas très bien. Après, bon, il a son style, hein, évidemment. Il est en t-shirt, il n'est pas dans les codes. C'est pas ça qui me gêne, moi. Mais surtout, lui, il parle pas comme les autres. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, faut reconnaître qu'il a sans doute dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, peut-être ce que les autres hommes politiques n'osent pas faire de manière frontale, même peut-être certains confrères, c'est-à-dire qu'il a attaqué alors au canon sur les affaires et il a chargé, il a utilisé une bonne partie de son temps de parole à attaquer avec virulence François Fillon, hein, le candidat des... en gros, il l'a ciblé comme le candidat des affaires, hein, et puis aussi Marine Le Pen, qui n'a pas épargné avec cette passe d'armes assez incroyable, où en gros il l'a renvoyé au système en expliquant que lui, il n'y avait pas d'immunité ouvrière, sous-entendu, vous Marine Le Pen, vous n'allez pas chez les juges parce que vous faites valoir votre immunité parlementaire, et ça pour Marine Le Pen, c'est une attaque assez violente. Ça a déclenché beaucoup, c'est lui qui a fait le buzz, hein. Il restera de ces débats, et vous savez, des débats, il reste toujours une ou deux phrases et il restera ça. Après, il y a trois autres petits candidats qui ont essayé également de faire parler d'eux. Moi, je trouve que ils ont moins bien tiré leur épingle du jeu. Jacques Cheminade, on n'a pas trop compris, à part qu'il est branché, son logiciel est resté bloqué sur l'attaque contre les marchés financiers, ça on a compris. D'ailleurs, il n'a même pas utilisé tout son temps de parole, le malheureux. Il a fini à 13 minutes, 4 minutes de moins que Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il y a François Asselineau. Hein. Alors, François Asselineau... c'est un candidat aussi du Frexit, hein. Il est un petit peu sur le créneau anti-Europe, anti-euro, comme Nicolas Dupont-Aignan, comme Marine Le Pen. Lui s'est singularisé en attaquant un moment, c'était assez drôle, en attaquant un moment Emmanuel Macron quand il a dit « Ah bah oui, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde » et là, du coup, Emmanuel Macron s'est un petit peu senti gêné et on l'a moins entendu vouloir, comme lors du précédent débat, être le candidat bienveillant avec tout le monde. Et puis le troisième candidat, pas le moins pittoresque, Jean Lassalle, hein, avec son accent, candidat de la ruralité. Finalement, il n'a pas fait le show qu'on aurait pu imaginer, parce que alors lui, c'est le spécialiste des coups d'éclat. Hein. Bon, on se souvient du député. Il est député, hein, il est député des Pyrénées-Atlantiques, élu du Béarn, et il avait notamment, s'était singularisé en chantant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors justement, sur Facebook, on nous demande votre avis sur l'attitude de Philippe Poutou hier soir. Alors,
je l'ai dit, hein, autant sur les affaires, je pense que voilà, il dit ce qu'il veut et finalement il y a un côté rafraîchissant à poser les questions directes. Les politiques, ils s'attaquent jamais réellement. D'ailleurs, lors du précédent débat, ils n'avaient pas osé attaquer Fillon sur les affaires. Là, évidemment, Fillon savait bien que les coups allaient venir. Alors, il n'avait peut-être pas imaginé que ça viendrait de Poutou. On sait peut-être un peu plus Dupont-Aignan. Là, c'est vrai qu'il est allé franco. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je suis plutôt plus critique sur son attitude globale. J'ai trouvé que voilà. On est quand même dans un débat d'élection présidentielle. Certes, il n'imagine pas être élu à l'Élysée le 7 mai, mais quand même, voilà, refuser la photo, se retourner sans arrêt vers ses supporters pour discuter avec eux. Les journalistes étaient obligés limite de le rappeler à l'ordre. Moi, j'ai trouvé que bon, c'était un peu limite. C'est mon avis. J'ai déjà été critiqué sur les réseaux sociaux pour ça. Je trouve qu'il y a quand même un cadre à respecter qui est simplement l'élection présidentielle. On n'est pas dans une élection de députés ou une élection locale. Non, on désigne le président de la République, de la 5e puissance, celui qui a le doigt sur le bouton nucléaire, celui qui va représenter tous les Français. Et donc on se dit quand même qu'il y a un minimum de cadre à respecter. Le moment marquant du débat hier soir? C'est sans doute le moment où Philippe Poutou à la fois tacle très fort François Fillon sur les affaires, ainsi que Marine Le Pen. C'est probablement ce qui restera, j'allais dire, en termes médiatiques, cette confrontation finalement entre l'ouvrier de Ford, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans le système politique, pour le coup réellement, avec deux élus depuis de longue date, à savoir François Fillon et Marine Le Pen. Il se trouve que tous les deux ont quelques ennuis judiciaires et donc là il y a une confrontation directe avec les mots de Philippe Poutou. Oui, ça restera sans doute comme le moment de ce débat. Est-ce que ce genre de débat, donc à 11, peut avoir un impact dans les sondages, dans les intentions de vote? Tous les débats depuis le début de cette présidentielle ont eu un impact. Il faut quand même voir que des débats, il y en a eu beaucoup. Il y a eu la primaire de droite avec 4 débats à l'automne 2016. Il y a eu ensuite les débats de la primaire de la gauche, 4 débats au mois de janvier, très resserrés. Et puis là, on en est déjà au 2e débat pour la présidentielle. À chaque fois, on a constaté derrière une évolution du rapport de force. Alors certes, c'est jamais spectaculaire, parce que les sondages n'évoluent pas comme ça, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas 10 points ou on ne perd pas 10 points comme ça à cause d'un débat, mais ça amplifie une tendance. On a vu, par exemple, lors du dernier débat, Jean-Luc Mélenchon commençait à progresser et avec le débat, il a amplifié sa dynamique, il a doublé Benoît Hamon, et depuis, il ne cesse de creuser l'écart. Dans le dernier sondage quotidien qu'on publie sur parismatch.com tous les jours à 18h, Jean-Luc Mélenchon, maintenant, a 5,5 points d'avance sur Benoît Hamon. Nous ne sommes plus dans la marge d'erreur. Certes, ce sont des sondages qu'il faut prendre avec prudence, mais ça montre que Jean-Luc Mélenchon a profité de ce débat la dernière fois. Donc on peut imaginer qu'il en profite encore un peu, on verra dans quelle proportion, mais sans doute qu'il y aura encore une évolution et Jean-Luc Mélenchon ne perdra sûrement pas de points après ce débat. Est-ce que Marine Le Pen, qui a eu un peu plus de mal hier soir, semblait même peut-être un peu fatiguée, j'ai trouvé, pendant ce débat, est-ce que Emmanuel Macron, qui n'a pas fait de faute, mais qui n'a pas été flamboyant et qu'on a trouvé un peu prudent, peut-être trop prudent, vont continuer à perdre quelques points comme c'est le cas depuis quelques jours? Ça peut être une évolution du rapport de force. Et puis pour les petits candidats, entre guillemets, forcément, ils vont un petit peu profiter de ce débat. D'ailleurs, eux, pour les petits candidats, c'est le quart d'heure warolien. C'est le moment inespéré pour un petit candidat. D'abord, une exposition médiatique maximum. Il y avait 6,3 millions de téléspectateurs en moyenne pour regarder le débat, avec des pics bien plus élevés. Pour eux, ils n'ont jamais été aussi bien exposés. Et donc, c'est l'occasion de faire décoller leurs scores qui sont assez bas pour l'instant. Donc, il y aura une évolution, c'est obligé.
Maintenant, il faut voir dans quel sens. Est-ce que Mélenchon va encore progresser? Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan va reprendre encore quelques points? Est-ce que Philippe Poutou peut... alors il a un tout petit score, mais est-ce qu'il peut en faire un petit peu plus? Là, il y a des évolutions possibles dans les prochains jours. Bérangère nous demande sur Facebook, est-ce que François Fillon peut encore croire en ses chances après ce débat? Oui, il peut encore croire en ses chances. D'abord, premièrement, et moi c'est ma 5e présidentielle que je couvre, j'ai appris notamment avec l'élection présidentielle de 2002 que jusqu'au bout tout est possible. Un mois avant l'élection, un mois avant le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen était loin dans les sondages et puis finalement, dans la dernière ligne droite, il est remonté sur les talons de Jospin et de Chirac et il a doublé Jospin quasiment dans les 2 derniers jours d'une élection. Donc tout est possible. C'est vrai qu'il a beaucoup de retard, qu'on a rarement remonté 7 ou 8 points en 15 jours, puisque là maintenant on est pratiquement à 18 jours de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle. En même temps, François Fillon, il a son socle avec un taux de certitude de choix, c'est-à-dire les gens qui, dans les sondages, disent qu'ils ont l'intention de voter pour François Fillon. Globalement, ils sont assez déterminés, presque à 75%, ce qui est un socle sur lequel il peut compter. On sait aussi que parmi les électeurs qui ne veulent pas aller voter, les abstentionnistes, la droite est surreprésentée, donc il dispose là d'un vivier de voix possible. Et puis enfin, il n'est pas impossible que d'ici la fin de campagne, il y ait des électeurs de droite modérée qui aujourd'hui regardent plutôt du côté de Macron, reviennent vers lui parce qu'ils vont se dire le programme de Macron c'est un peu trop du Hollande bis, comme le dit François Fillon. Donc il y a une possibilité pour François Fillon de remonter, mais il faut reconnaître qu'il n'a plus forcément son destin entre les mains et qu'il doit aussi compter sur des fautes des adversaires et notamment d'Emmanuel Macron, qui pour l'instant en commet assez peu. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir certains électeurs de François Fillon se tourner vers Nicolas Dupont-Aignan après notamment le débat d'hier soir? Alors, de toute façon, il y en a déjà qui se sont détournés de François Fillon pour aller vers Nicolas Dupont-Aignan. En gros, Nicolas Dupont-Aignan, il y a un mois, il faisait à peine 2%, ce qui était son score d'ailleurs en 2012. Il a fait un 73% des voix en 2012. Et là, globalement, en 3 semaines, il a plus que doublé son score. Il est entre 4 et 5% suivant les enquêtes d'opinion. Donc, il y a déjà des électeurs un peu de François Fillon qui sont passés chez Nicolas Dupont-Aignan, et puis aussi un petit peu de chez Marine Le Pen, parce que le positionnement politique de Nicolas Dupont-Aignan, c'est en gros une sorte de sas entre les électeurs, les Républicains, dont il est lui-même issu. Il y a 10 ans, Nicolas Dupont-Aignan décide de rompre avec Nicolas Sarkozy, quitte l'UMP de l'époque, pour se mettre à son compte et créer son parti qui s'appelle Debout la France. Mais une partie de ce public, qui est plutôt souverainiste, assez à droite, c'est des gens qui n'ont pas totalement envie d'aller chez Marine Le Pen. Donc il a des électeurs comme ça un peu particuliers, qui fait qu'il pique un peu à la fois à Le Pen, un peu à Fillon. Donc oui, effectivement, il peut encore récupérer quelques électeurs. Alors après, est-ce que ce sera sur Fillon ou est-ce que ce sera sur Marine Le Pen? Ça, c'est difficile à répondre. Est-ce que le prochain débat pourrait avoir lieu d'abord? Et surtout, est-il nécessaire? Bon, alors moi, sur le principe, je pense qu'un autre débat ne me gênerait pas. Je ne vais pas me prononcer sur sa nécessité, ou plutôt si, je vais dire que oui, pourquoi pas. Je pense que cette élection présidentielle est une élection où les Français, on le voit dans les audiences, veulent des débats, donc finalement, il pourrait y en avoir un autre. Alors, il se trouve qu'il y a 2 candidats qui n'en veulent pas. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'en voulait pas d'emblée, et puis on a vu qu'il y avait une petite entente avec Emmanuel Macron, qui lui est sans doute celui qui en veut le moins, parce qu'il est en tête, il est devenu le favori de cette élection présidentielle, et même si lui refuse cette étiquette, il l'est, et évidemment à 3 jours du premier tour, puisque
France 2 a décidé, a maintenu la date du 20 avril, c'est-à-dire 3 jours avant le premier tour. Évidemment, pour le favori, c'est jamais bon d'aller dans un débat télé où il peut se passer plein de choses, où il serait encore une fois de plus la cible de beaucoup de candidats. Encore qu'hier soir, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été tant attaqué que ça. Donc évidemment, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon n'en veulent pas, ils n'iront pas. On les voit mal changer d'avis avec ce qui s'est passé hier soir, où globalement... je le disais en début d'interview, c'était quand même la fête aux gros candidats et les petits candidats s'en sont donnés à cœur joie. Donc non, je crains qu'il n'ait pas lieu ce débat. En tous les cas, il n'ait pas lieu avec les 11 candidats. Alors peut-être qu'il aura lieu avec moins de candidats. Mais on sent déjà que Marine Le Pen et François Fillon ont dit s'ils ne veulent pas venir, on ne va pas venir non plus. Donc sans doute qu'il n'aura pas lieu. Par contre, j'imagine maintenant difficilement la prochaine élection présidentielle sans un autre débat avant le premier tour, parce qu'au fond, on voit bien que les Français, ils ont envie de les voir, les candidats. Et après tout, c'est la logique de la Ve République que de les faire débattre, même si c'est compliqué, avec 11 candidats. Alors après, on peut se dire, peut-être qu'il faut modifier les règles de parrainage, peut-être qu'il faudrait moins de candidats, mais après tout, les 11 ont réuni leurs 500 parrainages, donc il est logique qu'ils soient débat. Jean-Luc Mélenchon, qui a été assez convaincant encore hier, est-ce qu'il peut rattraper François Fillon dans les sondages? Tout est possible. De toute façon, déjà, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est 2 points derrière François Fillon. 2 points, c'est exactement la marge d'erreur dans le sondage IFOP Paris Match, publié chaque jour à 18h. Donc, on est déjà dans la marge d'erreur. Donc, il peut tout à fait le rattraper. Alors, on voit bien que la mécanique de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, elle repose sur quelque chose d'assez simple, c'est que Jean-Luc Mélenchon est en train de siphonner les voix du candidat socialiste Benoît Hamon, qui lui était à 18% au début du mois de février après sa victoire à la primaire de la gauche, et quasiment, on voit en 2 mois et demi, il a perdu la moitié de son capital de voix. Alors ce sont des sondages, je le répète, la moitié, ce qui est énorme. Et évidemment, c'est le grand perdant de cette séquence. Inversement, Jean-Luc Mélenchon en a gagné quasiment une bonne partie. Il grignote aussi chez les indécis. Qui, au fond, l'électeur de gauche qui n'est pas très content du quinquennat de François Hollande, qui hésite, au fond, entre quasiment 3 candidats, enfin 3 principaux candidats. Il a Benoît Hamon, candidat socialiste, qui devrait être largement en tête. C'est quand même le parti de gouvernement par excellence. Il a Jean-Luc Mélenchon, qui est en gros le candidat de la France insoumise, mais on va dire le candidat de la gauche de contestation et du Parti communiste. Il a le soutien du Parti communiste. Et puis Emmanuel Macron, qui serait le candidat de la social-démocratie ou social-libérale, sorte de centre-gauche. L'électeur de gauche, pour l'instant, il y en a un vers qui il ne va pas, c'est Benoît Hamon, qui n'a pas été mauvais dans le débat hier soir. Il a même été meilleur que lors du débat précédent. Son problème, c'est qu'il n'a pas attrapé le bon tempo. Il n'arrive pas à rattraper son retard et il est devenu un peu inaudible. Macron, qui a été plutôt discret hier pendant le débat, est-ce que c'est une bonne stratégie? On le demande sur Facebook. Alors je pense, c'est vrai que c'est plutôt, il a choisi la stratégie de finalement un peu se cacher, être assez prudent. À un moment, il a voulu répondre au petit candidat, il s'est fait ramasser. Donc après, il est resté un peu planqué. Il avait même un peu de retard à un moment dans les temps de parole. C'est plutôt la bonne stratégie dès lors qu'il ne commet pas de grosses fautes, qu'il n'y a pas la grosse bourde dont on parle le lendemain. Et il n'y en a pas eu. Donc pour Emmanuel Macron, l'essentiel est sauvé pour lui dans ce débat, même si on voit qu'il commence un peu à toucher les limites d'une stratégie trop prudente, d'une stratégie un peu plan-plan, où il n'a plus une idée à proposer, où il commence à être un peu dans le politicien, il répond à Fillon, il commence à être un peu plus, j'allais dire, son embarcation en marche, elle commence à pencher un peu plus vers la gauche que vers la droite. Or au départ, c'était ni gauche ni droite, ou et de gauche et de droite. Donc c'est vrai que c'est une stratégie un peu prudente qui pourrait peut-être lui coûter cher, parce que la fin de campagne va être un peu longue pour Emmanuel Macron. On est à moins de 3 semaines du premier tour. Est-ce qu'on peut envisager un autre second tour que Emmanuel Macron face à Marine Le Pen?
Oui, tout à fait, on peut l'envisager. C'est pas le cas de figure le plus probable aujourd'hui, mais je vous le dis, 18-19 jours, c'est une éternité dans une campagne électorale. Il peut se passer beaucoup de choses. Moi, j'ai le sentiment là qu'on va assister peut-être dans les jours qui viennent à un resserrement entre les 4 premiers. C'est-à-dire que là, on était parti sur, j'allais dire, 5 grands candidats qui pouvaient tous postuler à la qualification pour le second tour. Je pense qu'on en a perdu un, là, c'est Benoît Hamon. Mélenchon est en train d'accrocher le bon wagon, et j'ai l'impression qu'on peut aller vers un resserrement des 4 premiers, et au fond, une qualification pour le second tour, parce que je rappelle qu'il y en a que 2 qui restent au second tour, qui pourraient jouer entre 21 et 23%. Comment on explique que Benoît Hamon se soit fait distancer comme ça? Benoît Hamon, après sa victoire surprise à la primaire, il a perdu beaucoup de temps dans des discussions politiciennes. Il a commencé par discuter avec Yannick Jadot, le candidat des Verts. Alors là, il a plutôt réussi son coup, parce que Yannick Jadot a retiré sa candidature et a appelé à soutenir Benoît Hamon. Ça, c'est fait, mais ça a quand même pris un certain nombre de semaines. Ensuite, il a perdu du temps à discuter, ou à essayer de discuter, ou à faire semblant de discuter avec Jean-Luc Mélenchon, dont il espérait le retrait de sa candidature. À mon avis, il s'est mis le doigt dans l'œil, parce que pour le coup, Jean-Luc Mélenchon, il a déjà été candidat en 2012, il a fait 11%, ça fait quasiment 5 ans qu'il se prépare à cette élection, il a tiré les leçons de ses erreurs de la fois précédente, et il n'avait absolument pas envie de retirer sa candidature, donc je pense que Benoît Hamon a perdu trop de temps dans des discussions politiciennes, vaseuses, qui lui ont fait perdre un peu de sa fraîcheur, cette fraîcheur qui justement avait fait sa réussite pendant la primaire, parce que c'est vrai que pendant la primaire, Benoît Hamon, c'est pas quelqu'un qui est connu du grand public, hein. Il a abordé les questions de vie quotidienne, par exemple, avec une façon nouvelle. Il a parlé de choses que, bon, au PS, on parle pas souvent, l'écologie, les perturbateurs endocriniens, son histoire de revenu universel qui est tout à fait, qui à mon avis n'est pas bien calé et qui est assez discutable. C'était une idée nouvelle. Il a réussi à faire tourner le débat autour de lui. Donc c'est vrai qu'il avait créé comme ça un peu de nouveauté, alors même s'il a un passé de frondeur. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait trop de politique politicienne. Il a oublié que quand on est candidat à la présidentielle, il faut rassembler son camp. Et au lieu de rassembler le Parti socialiste, qui est quand même en miettes avec ce quinquennat où les frondeurs se sont opposés aux Hollandais, eh bien au lieu de rassembler son camp, il a surtout rassemblé son courant. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est à la tête d'un PS un peu réduit à un gros courant, d'où son score pas terrible dans les sondages. Aujourd'hui, vers qui pourraient se tourner les abstentionnistes? Eh bien ça, c'est la grande question. J'ai envie de donner ma langue au chat, parce que ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près, selon les instituts, entre 30 et 37% de Français qui disent vouloir s'abstenir le 23 avril. Ça, c'est aujourd'hui. Ça va baisser. Ce serait énorme, ce serait un record sous la Ve République. Il faut remonter à 2002, au 21 avril 2002, pour voir un aussi mauvais score, et à l'époque c'était 28%. En général, une élection présidentielle, si on met le cas de 1965 très particulier, c'est en gros entre 15 et 20% d'abstention, donc c'est 2 fois moins. Alors, ça peut baisser. En 2012, par exemple, un mois avant, si on s'était rencontré un mois avant, au début du mois d'avril 2012, à l'époque, il y avait 32% des Français qui voulaient s'abstenir. Et puis finalement, dans le dernier mois, cette proportion a fondu, et ils étaient plus que 20% à s'abstenir le jour du premier tour. Et donc finalement, les Français sont allés voter. Là, est-ce que ça va être le cas ? Il y a des éléments qui montrent que ça pourrait quand même tourner à une forte abstention. Les affaires ont parasité la campagne, les Français en ont ras-le-bol, alors ceux de droite sont fâchés, une bonne partie des Français sont énervés par cette campagne, où finalement on parle beaucoup des affaires et assez peu de leurs questions de vie quotidienne, l'emploi, comment les enfants vont trouver un boulot, comment on va régler cette histoire de djihadisme, les quartiers qui vivent mal. Donc finalement, il n'y a pas de controverse, il y a assez peu de débats qui ont réussi à se nouer dans cette campagne. Alors il y a eu des débats,
mais c'est pas suffisant. Donc il y a quand même un climat qui est pas très enthousiaste. C'est le moins qu'on puisse dire. Et tout ça, ça pourrait tourner à l'abstention. Et puis il y a les abstentionnistes et puis il y a les indécis. C'est-à-dire que une fois, on va faire simple, 7 Français sur 10 ont envie de voter pour l'instant. J'arrondis un peu. Et sur ces 7 Français sur 10 qui ont envie de voter, les 7 qui ont envie de voter, mais il y en a encore la moitié qui ne savent pas pour qui. Ils vont aller voter, mais ils changent tous les jours. Alors un jour ils disent Macron, un autre jour ils peuvent dire Mélenchon, ils peuvent hésiter entre Marine Le Pen et Dupont-Aignan, entre Fillon et Dupont-Aignan. Donc si on fait après une moyenne de tout ça, en gros il y a un Français sur 2 qui pour l'instant ne sait pas s'il va voter et quand il va voter il ne sait pas pour qui. Donc c'est pour ça que 18 jours c'est une éternité dans une élection. Justement, comment on explique que le socle électoral d'Emmanuel Macron soit pas aussi solide que celui de Marine Le Pen, évidemment, ou encore de François Fillon, qui est encore, la sûreté du choix des électeurs de François Fillon, encore à 73%, il me semble, dans notre sondage quotidien. Comment on explique ça ? Alors c'est normal, Emmanuel Macron, il y a 2 ans, personne ne le connaissait. Enfin 2 ans et demi, déjà pratiquement aucun Français le connaissait. Il y a 1 an, il crée son mouvement En Marche et à l'époque, ça ricane dans les partis de gouvernement. Aujourd'hui, ricane moins d'ailleurs au passage. Il y a 6 mois, il lance sa campagne électorale, il démissionne, il claque la porte de Bercy et il se lance tout seul. Personne n'y croit trop. Il a fait un parcours absolument incroyable. C'est la première fois dans l'histoire de la 5e que ça arrive, et avec un positionnement très particulier qui est en gros central. Alors lui, il veut pas qu'on dise centriste, c'est quand même un centriste qui penche quand même plutôt vers le centre-gauche. Donc du coup, les gens, les Français qui l'écoutent, ils savent pas exactement, ils sont un peu désarçonnés pour ceux qui voudraient voter pour lui, mais qui sont pas encore totalement fixés. C'est pas toujours facile en plus de voir exactement ce que veut faire Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de flou encore dans son programme. On ne sait pas exactement avec quelle majorité il va gouverner, par exemple. Hein. Il n'a pas... on ne sait pas quel candidat il va investir. Est-ce que c'est des candidats de gauche? Alors il dit qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux, mais tout ça est un peu flou. Du coup, ça crée ça accroît l'incertitude autour de lui. Et c'est assez classique avec les candidats centristes. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, quand François Bayrou était candidat, il y avait à peu près la même proportion de gens qui n'étaient pas sûrs de leur choix. Est-ce qu'on peut s'attendre du coup à une grosse surprise dans 3 semaines lors du premier tour ou pas? Tout est possible. Après, je ne vais pas vous énumérer les combinaisons, mais comme j'ai dit qu'on allait vers un resserrement général entre les 4 premiers candidats, eh bien, ça fait quand même un potentiel de deuxième tour très important. Hein. Il n'y a pas que Le Pen-Macron, il peut y avoir aussi des combinaisons avec Fillon, voire avec Mélenchon. Est-ce que les lignes des grands candidats, pour en revenir au débat d'hier, ont bougé? Parce qu'on les a vus assez discrets, notamment Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen. Non, elles n'ont pas tellement bougé parce qu'ils n'ont pas annoncé de choses nouvelles sur le plan du programme. Benoît Hamon a essayé de clarifier un certain nombre de choses. Il a surtout un peu changé de stratégie, c'est-à-dire que autant lors du premier débat, il avait beaucoup attaqué Emmanuel Macron. Cette fois-ci, il a plutôt concentré ses flèches contre François Fillon et contre Marine Le Pen. On est revenu à un candidat socialiste, j'allais dire classique, qui s'oppose à la droite et à l'extrême droite, et il a plutôt laissé tranquille Emmanuel Macron. Il a quand même fait aussi une petite entorse à son pacte de non-agression vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il y a eu une petite passe d'armes sur l'Europe entre Jean-Luc Mélenchon, dont on connaît les positions très anti-européennes, et Benoît Hamon. On nous demande sur Facebook, est-ce que François Fillon et Marine Le Pen auraient dû réagir plus véhément aux propos de Philippe Poutou hier soir? Alors on a senti François Fillon assez gêné. Il ne savait pas trop comment faire. Est-ce qu'il devait s'indigner? Est-ce qu'il devait y aller à fond ou alors ce qu'il a fait, c'est-à-dire à un moment, il en a un peu, il est agacé, il finit par dire oh 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 et il menace comme ça de coller, je le cite, un procès parce que il s'estime diffamé par ce que dit Philippe Poutou, mais il ne le fait pas à fond, donc il est un peu gêné.
Marine Le Pen, elle est vraiment cueillie à froid parce qu'elle essaie de tourner ça en dérision et donc elle finit par dire ah bah finalement pour une fois vous êtes d'accord avec la police puisque Philippe Poutou venait d'expliquer de long en large pourquoi il fallait désarmer la police. C'était une de ses propositions parce que la police, dit-il entre guillemets, fait chier les jeunes. Et là à ce moment-là, Marine Le Pen lui dit bah vous êtes d'accord avec la police et c'est là qu'il se prend le scud sur l'immunité ouvrière. Et là elle est un peu séchée. Elle reste sans voix et la Marine Le Pen qui en général répond à tout et parfois à tort et à travers, cette fois-ci elle dit rien, elle reste muette, séchée, vexée et là elle a pris, Philippe Poutou marque le point contre Marine Le Pen. Dernière question, est-ce qu'on pourrait voir un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ? Sur le papier, il n'est pas totalement impossible. Alors, c'est pas le plus probable. Jean-Luc Mélenchon est encore loin de la qualification. Il est loin des deux premiers, si on s'en tient au sondage. Mais il faut pas regarder que les sondages. Quand on est observateur politique, moi, je regarde aussi, ça marche à fond dans ces meetings. C'est celui aujourd'hui qui fait le plus de monde. On fait la queue pour aller dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est le cas pour aucun des autres. Et Emmanuel Macron, qui avait beaucoup de monde au mois de février, on a beaucoup moins aujourd'hui. Il a même un peu de mal à remplir les salles, on l'a vu. On voit aussi sur Internet, sur YouTube, c'est vraiment le candidat qui est très soutenu. Donc il y a quand même une vraie dynamique qui peut le porter. Maintenant, l'espace politique de Jean-Luc Mélenchon, on le connaît. Ça peut être, il peut siphonner une grande partie des voix socialistes et encore des voix frondeuses. Il peut ramasser une partie des écologistes. Il peut et il aura sûrement les voix communistes. Mais tout ça, je ne suis pas certain que ça le porte au-delà de 20%. Très bien. Merci Bruno Jeudi.